La magie, voilà, Karim en dessous de votre photo, et puis et c'est parfait, et Clément nous rejoindra. On va partir d'une question, mais on va démarrer avec vous, en fait, Karim Selouane. On va parler à quoi sert un cadre commun, en fait, juste pour poser un petit peu le cadre. Vous êtes membre, Karim Selouane, vous êtes membre du Mission Board d'adaptation de la Commission européenne, et après la keynote de Sophie Berger, j'aimerais du coup repartir de ce cadre très concret. Bonjour Clément, prenez place. Karim, à quoi un cadre européen de suivi de l'adaptation doit-il servir concrètement pour les territoires ? Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, un cadre européen de suivi de l'adaptation, selon moi, doit aboutir à un outil d'aide à la décision ou à la planification selon différents scénarios climatiques, mais surtout pas un autre outil de reporting. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. Il ne faut pas qu'on associe outil d'aide à la décision comme un outil de reporting. Et dans le cadre européen, cela pourrait être, ou doit être, ou devrait être, un moyen de permettre de mesurer à la fois les progrès réels en termes de résilience sur l'ensemble des résultats face à un certain nombre d'aléas, tels que les inondations, les submersions marines, les phénomènes de sécheresse, de canicule, mais également d'orienter les investissements vers des actions les plus efficaces. Quand on parle d'efficacité des investissements, c'est-à-dire ceux qui sont soit les moins risqués, mais qui permettent éventuellement de déplacer ce que l'on appelle les actifs échoués, c'est-à-dire de les identifier assez en amont pour éviter des pertes économiques très importantes à l'échelle des territoires, par exemple. Cela permettrait également, ce type d'outils, de justifier les financements en démontrant les bénéfices de l'adaptation sur la base de processus et de stress tests vis-à-vis de différents scénarios climatiques, à la fois très robustes et validés par un cohorte de scientifiques. Je pense que c'est important d'avoir ce type de validation, quels que soient les niveaux d'incertitude, parce que ça a été dit tout à l'heure, l'adaptation doit aussi faire l'équilibre entre la robustesse des modèles, des outils, et en même temps les phases d'incertitude qui sont inhérentes à toute donnée ou modèle scientifique. Autre point intéressant, cela permettrait également de partager les bonnes pratiques et de comparer à la fois les progrès entre les différents territoires, de valoriser les retours d'expérience. Notamment dans le cadre de la mission adaptation, il y a un outil très puissant qui s'appelle le MIPE for Adapt, qui est un outil qui valorise et qui synthétise et qui met en valeur et en partage tous les projets financés par l'Union européenne, que ce soit les projets Interreg, les projets Horizon, les projets FEDER, et donc il est important de pouvoir les utiliser et aussi les mettre dans un pot commun à disposition des politiques publiques ou des acteurs de l'économie à l'échelle des territoires. Enfin, deux autres actions qui pourraient être intéressantes à travers cet outil. Cela permettrait d'anticiper les risques futurs, incluant notamment l'acceptance, je reviens dessus, même si je l'ai dit, l'acceptance sociale de l'incertitude. Je pense que c'est important de ne pas considérer que le risque zéro existe, c'est une utopie, mais que connaître l'incertitude permet également, parce qu'on reste quand même dans des sciences qui sont à la fois des sciences dures, mais également dans des sciences très aléatoires vis-à-vis de à la fois la mise à jour des connaissances sur les sciences du climat. Donc je pense que trouver cet équilibre, puis à la fin, il faut trancher, c'est l'humain qui tranche vis-à-vis je dirais, d'indicateurs ou d'appréhension plutôt sociale et politique et non scientifique. Et enfin, ce serait d'assurer la cohérence entre les politiques locales, nationale, européenne, mais également tenant compte des spécificités, ça a été dit tout à l'heure par Sophie, les spécificités des régions transfrontalières, mais également de tenir compte je dirais, de l'échelle d'appréhension de ces retours d'expérience, parce qu'on a des réalités différentes. On peut avoir des massifs montagnards qui sont très spécifiques, le massif alpin, le massif des Pyrénées, par exemple, le massif scandinave. On peut aussi avoir des ensembles biogéographiques tels que les bassins versants. Et là, très souvent, ces ensembles géographiques sont très souvent partagés par différentes administrations, différentes frontières administratives ou différents États ou régions. Donc voilà, on voit bien qu'on est dans quelque chose d'assez complexe. Ça a été dit tout à l'heure également, je crois par Vivien, on est dans une approche qui est à la fois très systémique et très complexe. Les terrains et les réalités territoriales sont à la fois complexes et systémiques. Donc je pense que trouver ces équilibres permettrait, avec cette plateforme, de pouvoir peut-être éclairer les parties prenantes en charge de l'adaptation au changement climatique. Voilà. Et comment on fait, Karim Selouane, pour éviter qu'un indicateur commun soit finalement juste un outil de classement ?
mais soit vraiment utile et orienté vers l'usage, vers le territoire. Alors, je pense qu'il faut faire attention en parlant d'indicateurs communs parce qu'il y a derrière un risque de classer, donc d'avoir d'un côté les bons élèves et de l'autre côté les mauvais élèves. Ouais. Il ne faut surtout pas, parce qu'on part tous avec des réalités très différentes. Il y a des réalités sociales, des capacités financières, des capacités budgétaires, des capacités de politique ou même de savoir-faire technique. Ne serait-ce que comparer, par exemple, des territoires en Méditerranée ou des territoires de montagne ou des territoires de l'Europe du Nord, c'est absolument pas pertinent. Tout comme essayer de comparer des zones rurales avec des métropoles urbaines, sachant que les capacités financières ou de captage de l'argent ne sont pas les mêmes. Donc on voit bien que d'ailleurs les ressorts ne reposent pas sur les mêmes fondamentaux ou indicateurs. Donc aller vers des indicateurs communs, je pense qu'à mon avis, ce serait un vœu pas forcément pertinent, je me permets de dire, mais plutôt de travailler sur des méthodes qui sont à l'échelle d'un territoire dont le périmètre serait collectivement défini, à savoir sur quelle approche, en fonction de tel aléa, eux-mêmes, et c'est important de l'avoir en tête, on parle très souvent d'aléas de manière singulière, mais on est quand même dans des conditions de multi-aléas, parce qu'on est dans des réalités physiques au niveau du climat qui combinent à la fois des enjeux de pluie, de sécheresse, qui peuvent s'alterner quasiment de manière assez rapide, avec des tempêtes d'un côté, donc on voit bien qu'on est dans une approche à la fois multi-hazard, comme on dit en anglais, donc multi-aléas, et face à ça, on a des réalités qui sont très différentes sur le plan, je dirais, de la géographie humaine, sur le plan des territoires. Donc, faire attention lorsqu'on parle d'unicité, ou en tout cas d'un indicateur unique. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'on pourrait par contre comparer. Donc, parce que l'idée, ce n'est pas de vacuer la question des indicateurs, mais ce serait de voir comment peut-être, parce que ce serait à mon avis le sous-jacent à la question, c'est comment mesurer finalement une forme de progrès ou d'évolution, et je répète, sans mettre d'un côté les mauvais ou les bons élèves, parce qu'il n'y en a pas. On part pas tous du même terrain. Donc il y aurait les défis rencontrés, donc quels sont les défis à travers notamment des questions de diagnostic, les solutions mises en œuvre, après de les évaluer. Il peut y avoir également les questions de facteurs de réussite versus les facteurs d'échec, sans porter de jugement, je pense que c'est important de le rappeler, et les conditions de transférabilité, ça a été dit tout à l'heure par Sophie, les questions de transférabilité à la fois des actions et des solutions. Et là, je reviens à la plateforme MIP4Adapt, MIP4 Adapt, de la Commission européenne, de la Mission Board, qui permet de pouvoir tirer profit de ce qui a déjà été mis en place, implémenté à l'échelle des territoires et qui pourrait éventuellement trouver des réplications sur d'autres géographies. Donc voilà ce que je dirais pour répondre à la question des indicateurs. Merci Karim. Virginie Resson-Victor, là j'aimerais qu'on aborde l'échelle territoriale et peut-être l'habitabilité aussi, ou l'acceptabilité aussi. Vous en avez parlé Karim, mais quand on mesure les progrès de l'adaptation, comment éviter finalement de mesurer que l'action engagée et sans regarder si l'effort demandé est juste et supportable, sans penser aux populations en fait. Et appuyer. Il faut appuyer, voilà. Bonjour à tous. Alors, au risque de répéter des choses qui ont pu être dites forcément depuis ce matin, mais la première chose, c'est évidemment que l'évaluation de l'adaptation, ça ne peut pas être seulement une évaluation du nombre de mesures prises, ça va de soi. On peut avoir planté des arbres, modifié des pratiques agricoles, sans pour autant avoir produit une adaptation efficace, c'est-à-dire juste et équitable. Donc pour être efficace, une mesure, elle doit non seulement évidemment être techniquement, scientifiquement pertinente, mais elle doit être aussi socialement adaptée, ça veut dire applicable et acceptable et acceptée. Ce qui veut dire que pour chaque mesure d'adaptation, en fait, il faudrait se poser au moins 4 questions, regarder ce qui est fait, mais aussi se poser la question de savoir qui supporte l'effort, qui en bénéficie, qui reste exposé, et qui risque même d'être pénalisé éventuellement par les solutions elles-mêmes, parce que ça peut arriver. Et c'est particulièrement important quand on parle depuis les territoires, parce que, une fois encore, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais là... Ah, pardon, c'était mon sac. Il y a une jolie musique, mais moi je trouve ça très bien, ça entraîne. Ça nous emmène quelque part. Ça, c'est l'heure de la piscine pour ma fille. On est sur un récit avec vous, du coup... Pardon, ça vous a interrompu. Oui, non, je disais, c'est particulièrement important d'avoir ces questions en tête quand on parle d'un territoire, puisque on l'a dit plusieurs fois, l'adaptation, c'est pas les mesures d'adaptation, c'est pas abstrait, ça touche des personnes, ça touche des métiers, ça touche des collectivités.
Et par exemple, pour prendre un exemple sensible, si on demande à des agriculteurs de s'adapter à la raréfaction de l'eau et si on les accompagne pas, avec des mesures économiques et techniques, eh bien, on va créer éventuellement de l'épuisement et plus certainement de la résistance. Ce qui fait que pour bien évaluer l'adaptation, il me semble que effectivement quand même les indicateurs, ça reste utile. Sans indicateurs, pas de progrès, enfin pas de mesure de progrès, avec toutes les limites que vous avez évoquées. Mais moi, je vois au moins 3 indicateurs qui peuvent compléter ce qui a été dit auparavant. Évidemment, des indicateurs d'action pour compter ce qui est fait, ce qui est financé, ce qui est engagé, le plus facile. Ensuite, des indicateurs de réduction de l'exposition ou de la vulnérabilité des personnes exposées, ou des lieux les plus exposés. Ça peut être les personnes âgées, ça peut être les écoles, ça peut être bien des choses. Et puis enfin, des indicateurs de justice et de soutenabilité sociale pour vérifier régulièrement si l'effort demandé aux ménages est compatible avec leurs revenus, avec leurs contraintes, avec leur âge, avec leur métier, leur situation territoriale, etc. Donc ce qu'il faut chercher à mesurer finalement dans l'adaptation, c'est pas le catalogue d'actions, c'est pas une liste, mais c'est bien une capacité collective à s'emparer de la problématique et à protéger les populations sans aggraver les inégalités. Mais ça veut dire que pour ça, pour favoriser cette appropriation, cette acceptabilité, ça passe par un récit, par une vision partagée. C'est bien ça dont on parle. Oui, absolument. Et ça change même potentiellement beaucoup de choses, de pouvoir appuyer l'adaptation sur un projet. Je voudrais en citer 3. Déjà, si on pense les mesures d'adaptation comme des réponses techniques à un problème physique, alors on va aller mesurer plus facilement des équipements, des budgets et des procédures. Ce qui, on l'a dit plusieurs fois déjà, n'est évidemment pas suffisant. En revanche, si l'adaptation est pensée et portée par un projet de territoire, alors l'évaluation, elle ne va pas chercher à savoir si on a réussi à réduire, ou elle ne va pas chercher seulement à savoir si on a réussi à réduire le risque immédiat, mais si on a rendu le territoire plus habitable, s'il est plus juste, s'il est plus vivant, s'il est plus solidaire, s'il est moins dépendant aussi. Ensuite, le deuxième point, c'est quand l'adaptation est portée par une vision, par un projet, c'est également plus facile d'en mesurer les co-bénéfices et de les faire connaître, que ce soit en termes de santé, de biodiversité, de qualité des espaces publics, d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique. Et puis en même temps, ça permet de mesurer les cohérences des politiques publiques, puisqu'on ne peut pas d'un côté dire il faut s'adapter à la raréfaction de l'eau et de l'autre côté continuer à artificialiser les sols. Et puis troisième avantage de faire reposer l'adaptation sur un récit, c'est parce qu'une adaptation sans récit, on le voit bien déjà, elle est très rapidement vécue comme une injonction au renoncement, à la restriction, alors qu'une adaptation qui est portée par une vision, au contraire, elle peut devenir un projet désirable, mieux habité, mieux protégé, mieux partagé, mieux anticipé aussi. Et donc, pour au moins ces 3 raisons-là, il me semble que c'est absolument indispensable, plutôt que le déficit de projet et de récit, aujourd'hui nuit considérablement à l'efficacité de l'adaptation et à la possibilité de la mesurer. Merci Virginie. Clément Thonon, vous êtes rapporteur général du Haut Commissariat à la stratégie et au plan. C'est quoi c'est quoi la juste place de l'État là-dedans, mais quel est quel rôle l'échelle nationale doit jouer pour orienter et suivre les politiques d'adaptation ? Bonjour à tous, merci de votre invitation. On vit une époque formidable. On vit une époque pompidolienne à l'envers. Je m'explique. Dans les années 70, l'État lance une dynamique d'aménagement du territoire qui passe par le plan neige. On aménage les stations de ski modernes, on fait la mission Racine, on aménage le Languedoc, les stations balnéaires, on fait le TGV, on fait un certain nombre d'infrastructures. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit faire la même chose à l'envers. C'est-à-dire qu'on doit prendre ces espaces-là, qui sont soumis à une contrainte climatique extrême, en tout cas qu'ils seront de plus en plus, et on doit adapter
ces territoires, et pas que d'ailleurs, hein, mais notamment ces territoires de montagne, de littoraux, à une nouvelle donne. À l'époque, l'État, c'est la datar, l'État est en majesté, elle a ce rôle d'impulsion, de direction de l'aménagement du territoire, et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, le rôle de l'État n'est plus le même, parce que nous sommes dans une France différente, décentralisée, avec, vous l'avez tous et toutes dit, des spécificités territoriales très marquées. Donc à mon sens, le rôle de l'État, aujourd'hui, il est quadruple, triple ou quadruple. Un, donner une impulsion. J'étais conseiller spécial du ministre de la Transition écologique lorsque nous avons élaboré le PNAC, le Plan national d'adaptation au changement climatique, et ça a été un grand moment de mobilisation nationale, cette élaboration du PNAC, où nous avons mobilisé les filières économiques pour lancer une dynamique d'adaptation dans les entreprises. Nous avons mobilisé les partenaires sociaux, nous avons mobilisé les collectivités, les administrations pour donner une impulsion. Lorsqu'on a lancé les COP régionales, d'ailleurs, avec le SGPE, on s'est tout de suite dit, et je crois que ça a été fait depuis, que, évidemment, ces COP devraient, à un moment donné, avoir l'angle de l'adaptation pour que les territoires se saisissent dans leur diversité, les chambres d'agriculture, les MEDEF locaux, etc., se saisissent de ce sujet de l'adaptation. Donc, un rôle d'impulsion, et je crois que le PNAC est un bon outil pour ce faire. Deuxième rôle, je pense, c'est la standardisation. C'est de fixer un certain nombre de règles et de normes qui permettent aux acteurs de se conformer à des standards qui permettent l'adaptation. Je pense dans le logement, la RE 2020, dans les transports, dans le bâtiment, etc. Ça, c'est très important. Troisième rôle, c'est fournir des outils aux acteurs. Je suis dans une maison désormais qui fait beaucoup de prospectives. Notamment, on a fait un rapport intéressant sur la prospective de la ressource en eau en 2050, à une maille extrêmement fine. Et donc, l'ensemble des agences de l'eau, des collectivités ont désormais accès à des données extrêmement riches sur l'état de stress hydrique de leur territoire et peuvent, en conséquence, avec les agriculteurs, avec les entreprises, élaborer des stratégies territoriales. Autre exemple, nous avons lancé avec le ministre de l'époque, Christophe Béchu, un jumeau numérique de la France. Un projet avec INRIA et l'IGN pour essayer de pouvoir simuler avec de l'intelligence artificielle et des données publiques les effets du dérèglement climatique sur les territoires et pouvoir jouer avec les paramètres, etc. Ça, c'est un outil formidable qui permettra aux acteurs locaux de développer des stratégies d'adaptation. Donc, fournir une boîte à outils et des données aux acteurs. Et enfin, il y a un rôle de donner de la visibilité en matière de financement. Et c'est toujours dès qu'on parle d'argent que l'État se hérisse, parce qu'il n'en a plus beaucoup. Mais donner dans un cadre pluriannuel de la visibilité sur les financements justement répartis, c'est l'un des objectifs de la SPAFT, du sigle absolument affreux, Stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique, qui est aujourd'hui un document non contraignant élaboré au ministère de l'économie et des finances, mais qui demain pourrait s'intégrer dans des lois de programmation beaucoup plus fines sur les questions d'adaptation. On parlera tout à l'heure sûrement du coût de l'inaction, mais avoir des perspectives financières pour l'ensemble des acteurs, mais aussi pour la puissance publique, c'est extrêmement crucial. Et là, l'État n'est pas à la maille, honnêtement, et doit faire beaucoup d'efforts pour progresser. Donc voilà, on n'est plus au temps de la datar, de l'aménagement du territoire, la PAPA. L'État doit donner un cadre, doit donner une impulsion, des orientations, des outils. Et parfois, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, lorsque les territoires sont défaillants, s'y substituer, parce que c'est son rôle d'assurer l'intérêt général, notamment, je pense, en matière de catastrophes naturelles ou d'assureurs en dernier ressort. C'est aussi le rôle de l'État lorsque les mécanismes de marché ou les acteurs locaux sont impuissants ou n'ont pas les moyens d'agir, c'est aussi le rôle de l'État de prendre, avec la solidarité nationale, de prendre en charge un certain nombre de dommages. Mais on y reviendra peut-être. Mais le parallèle, merci, le parallèle avec les années 60 est intéressant parce que j'imagine qu'à cette époque, il y avait des dispositifs contraignants pour le coup. Là, nous sommes dans de la non-contrainte. Est-ce que finalement, le rôle de l'État pourrait d'être aussi dans la contrainte, comme dans les années 60, pour accélérer ces plans ? Je pense que la contrainte en l'espèce est contre-productive, en tout cas en première instance. Parce qu'on parlait des questions d'acceptabilité.
Nous, ce qu'on a vu au ministère de la Transition écologique, c'est que dès qu'on essaie d'imposer des solutions d'en haut, ça se passe mal à la fin. Alors que si vous réunissez les acteurs et que vous faites émerger les bonnes idées, que vous faites émerger les bonnes pratiques, et que tout le monde se parle pour trouver des consensus, ça marche évidemment mieux. J'ai l'exemple notamment d'un territoire fantastique, la station, la commune de Métabier dans le Jura, que vous connaissez peut-être, une situation de moyenne montagne en déprise, ou en tout cas qui se prépare déjà à l'après-neige, avec des élus locaux formidables, des acteurs économiques qui se sont mis autour de la table et qui ont construit un projet de territoire pour penser l'après-neige. Là, honnêtement, si l'État s'en était mêlé, ou s'en était mêlé outre mesure, ça serait mal passé, parce que tout le monde, évidemment, se serait braqué. Donc, je crois que l'État chef d'orchestre a plus d'efficacité aujourd'hui que l'État directeur. Néanmoins, encore une fois, avec cette possibilité en dernier ressort, lorsque les solutions ne sont pas trouvées en local, d'intervenir. Merci Clément. Karim Selouane, j'ai juste une petite question peut-être, et sans aucune transition avec la question précédente. Une question de Mohamed sur le chat. L'UE l'Union européenne a-t-elle un pouvoir de sanction pour pénaliser les pays qui ne font, alors dans la question c'est qui ne font aucun effort sur le sujet, ou en tout cas qui sont peut-être dans des faibles efforts sur le sujet? Alors je pars sous la houlette de Sophie, mais il n'y a pas de sanction à ce jour portée. Mais par contre, il y a quand même un cadre qui... je ne parlerai pas de sanctions, mais qui incite à aller vers l'adaptation au changement climatique. Donc c'est plutôt un changement de posture, je rejoins ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire que ce n'est pas une approche coercitive, c'est plutôt une approche d'incitation par des démarches, des outils mis à disposition pour éviter toute sanction, parce que de toute manière, ce serait contre-productif à la fois pour l'Union européenne, et puis... donc voilà, donc je pense que c'est plutôt des approches d'accompagnement, tel qu'il a été décrit tout à l'heure par la mission adaptation, qui peut accompagner un certain nombre de territoires, et donc ils ont été cités tout à l'heure, avec la signature d'une charte, et derrière, il y a aussi tout le travail de dialogue et de parties prenantes, la mise en place de gouvernance très spécifique, parce que l'adaptation au changement climatique, je rebondis sur ce qui a également été dit précédemment, en fait, elle permet, c'est aussi une opportunité pour remettre à plat les gouvernances territoriales. Je ne parle pas forcément des gouvernances électorales, je parle des gouvernances des parties prenantes qui sont concernées par un destin commun dans une géographie commune et qui, à partir de là, peuvent... Et c'est ce qui se passe. Et on le voit bien notamment lorsque l'on regarde la plupart des projets européens qui sont financés, c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place. Et il y a aussi des initiatives qui sont très locales, qui passent très souvent sous les radars des programmes européens ou des projets nationaux. Et donc, on voit bien que la société civile, elle bouge parce que tout simplement, elle est confrontée physiquement. Donc le fait d'aller chercher des systèmes coercitifs, non. Et puis de toute manière, la coercition, elle arrive in fine, parce qu'à la fin, si les assureurs décident de ne plus vous assurer parce que vous n'avez pas fait d'efforts, ou que les banques décident de ne plus financer tel projet d'investissement parce qu'elles savent qu'il y a un risque vis-à-vis de leur portefeuille d'affaires, voilà, donc on voit bien qu'on est plutôt dans un écosystème qui incite à aller vers. Merci Karim. Virginie, peut-être une petite question sur le... quand on en a un petit peu parlé en amont de cette rencontre, vous me disiez qu'il ne fallait surtout pas oublier l'atténuation, bien sûr, mais pourquoi une trajectoire d'adaptation doit-elle vraiment rester articulée à une trajectoire qui reste ambitieuse d'atténuation? Alors là, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes devant un public averti comme oui, mais il n'y a pas qu'un public averti, ça c'est important quand même de le savoir. C'est filmé et c'est consommé ou vu après. Au moins 3 raisons, il y en a peut-être davantage d'ailleurs, mais d'abord on ne s'adapte pas évidemment de la même manière à un réchauffement de plus 2 degrés, plus 3 ou plus 4, ce qui veut dire que les politiques d'adaptation, elles sont directement liées au réchauffement, donc aux politiques potentiellement d'atténuation, surtout si elles sont ambitieuses et efficaces. Autrement dit, s'adapter sans en même moment réduire les émissions, ça reviendrait à courir derrière un danger qui ne cesse de progresser et d'augmenter. Ensuite, et en sens inverse d'ailleurs, atténuer et sans adapter, ça revient, et c'est d'ailleurs un reproche qui a pu être fait il y a quelques années aux États et à l'Union européenne, ça reviendrait à ignorer que certains effets du changement climatique sont bel et bien présents et qu'ils vont même s'intensifier, et même si on réduit considérablement les émissions dans les prochaines années. Le deuxième enjeu de
liée, enfin, qu'on peut associer à cette nécessité de lier la politique d'atténuation et la politique d'adaptation, c'est la justice. Parce que plus le réchauffement augmente, plus l'effort d'adaptation à mener va être lourd, évidemment, lourd pour les ménages, lourd pour les collectivités, les agriculteurs, les entreprises, les personnes âgées, etc., les travailleurs exposés, il faut aussi penser à eux, et globalement les territoires les plus fragiles. Et donc une atténuation ambitieuse, eh bien, c'est une politique qui évite de transférer aux plus vulnérables, que ce soit les territoires ou les populations, le coût d'un climat qui deviendrait ingérable. Et puis le troisième enjeu, c'est éviter, mais ça aussi ça a déjà été pas mal évoqué, mais éviter la maladaptation et les fausses bonnes solutions qui consistent à répondre à un risque à court terme ou à un enjeu à court terme en aggravant évidemment le problème à long terme. Je pense, on l'a évoqué, à la climatisation généralisée, au développement d'infrastructures carbonées, à la surconsommation d'énergie, d'eau, à la surconsommation d'eau ou d'énergie. Et donc, finalement, l'adaptation, c'est une façon de nous aider à vivre avec le changement climatique, mais l'atténuation est essentielle puisqu'elle nous évite d'avoir à gérer plus tard l'ingérable. Merci Virginie. Sébastien Treyer, vous êtes directeur général de l'IDRI. Je vais aussi, avec ma question, enfoncer une porte ouverte, mais parce que j'ai besoin que le décor soit bien planté. Les accords de Paris en 2015, donc un peu plus de 10 ans quand même, a consacré un objectif mondial d'adaptation. Pourquoi c'est si difficile de dire où on en est réellement ? Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Effectivement, c'était extrêmement important pour l'accord de Paris en 2015 d'avoir non seulement l'objectif des 2 degrés, 1,5 degré du côté de l'atténuation, mais d'avoir la même importance politique pour beaucoup de pays du Sud. C'était une des conditions de leur accord sur un objectif commun d'adaptation, le Global Goal on Adaptation. Ce qui est, et donc, notamment pour pouvoir se dire année après année où on en est de l'écart à l'objectif. Vous voyez tous les ans un écart à l'objectif en matière d'atténuation. Avant chaque COP, c'est beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de synthétique. Il y a bien un rapport qui s'appelle Adaptation Gap Report, qui est produit par un certain nombre de collègues et notamment coordonné, si je ne me trompe pas, par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, mais qui mesure essentiellement l'existence de plans d'adaptation et leur mise en œuvre. Ce qui ne veut pas dire, à vrai dire, ni une évaluation de l'ambition de ces plans, ni de leurs outcomes, comme disait Sophie Berger tout à l'heure. Et donc, on a depuis 10 ans toute une discussion sur comment on mesure à la fois les moyens et les résultats de l'adaptation, et donc cet écart à l'objectif d'adaptation. Et vous avez raison de le dire, en fait, on n'y arrivait pas. La COP30 a quand même abouti à quelque chose, et je vais en parler. J'ai 3-4 raisons que je voudrais souligner. La première, c'est que l'adaptation, c'est très dépendant du contexte. Et donc, on l'a dit déjà plusieurs fois à l'échelle européenne, mais alors imaginez à l'échelle de la planète, la diversité des contextes dont on doit parler, à la fois des contextes climatiques et des contextes socio-économiques. Et donc, pour de bonnes raisons, c'est difficile de se mettre d'accord sur une liste d'objectifs. Ils ont commencé, les scientifiques, avec 1000 indicateurs pour essayer de décrire la planète. On aboutit à 59, je vous révèle le résultat. Évidemment, 59, c'est insatisfaisant parce que c'est pas assez précis. Mais disons le deuxième point, c'est que les pays étaient soucieux de ne pas se faire imposer de nouvelles obligations de reporting. Pour beaucoup de pays, le reporting, c'est extrêmement coûteux en système de données et ils ont des besoins statistiques qui leur sont propres. Et donc, il y avait une réticence de ce côté-là. Et enfin, du côté des pays, c'était aussi une réticence à se faire imposer des priorités nationales. C'est-à-dire que les indicateurs globaux qu'on va définir à l'échelle de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique pourraient en fait définir ou prescrire aux pays qu'est-ce qu'ils doivent faire, enfin, quelles sont les dimensions sur lesquelles ils doivent travailler, alors qu'en fait, les priorités doivent être définies à l'échelle nationale. Le dernier point que je veux mentionner, qui est un peu explicatif, c'est qu'en fait, pour beaucoup de pays du Sud, c'était extrêmement important de pouvoir avoir cette évaluation de l'écart à l'adaptation pour montrer des besoins de financement de l'adaptation, mais c'est en même temps extrêmement... et donc pour pouvoir orienter le financement multilatéraux, la Banque mondiale, etc. Mais il y a un énorme risque que ça soit aussi une manière de pointer les mauvais élèves. Et on rejoint exactement des choses qui ont été dites au sein de l'Union européenne, et Karim disait, il ne faut surtout pas utiliser ça comme ça. Et en même temps, on a quand même besoin de savoir comment ça marche. Et donc on est arrivé à un résultat qui est que ce qui semblait naturel, vu le fait que dans la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, on dit l'adaptation, c'est du domaine souverain des États, on aurait voulu faire la somme des écarts à l'adaptation de chacun des pays. Et ça, c'est politiquement, comme je viens de le mentionner, absolument impossible, et techniquement assez compliqué aussi.
Et donc on arrive à un jeu de 59 indicateurs qui sont exclusivement quantitatifs. Et pour nous, à l'IDRI, il manque un peu de qualitatif. Pour certains, il est trop enfermant. Pour d'autres, il est trop simple. Il me semble que quand même, on peut l'utiliser comme une base commune pour un apprentissage collectif. Et donc, je voudrais quand même saluer le fait que l'accord politique trouvé à Belém sur les 59 indicateurs est déjà pas mal, parce que ça permet au moins d'avoir une dynamique d'apprentissage collectif qui se met en marche. Merci. Allez, on parle apprentissage, alors c'est peut-être en fait à toutes les échelles, mais par exemple à l'échelle européenne, Karim Selouane, comment on favorise l'apprentissage entre les territoires sans toujours se comparer? Enfin, on se compare pour savoir où on en est, mais on ne se compare pas forcément pour se classer, quoi. Le micro. Pour reprendre tout à l'heure, vis-à-vis de ma première intervention, parler d'un cadre européen qui serait intéressant pour telle ou telle raison, justement, il permettrait, ce cadre européen, d'identifier les territoires qui sont confrontés à différentes problématiques du changement climatique, qui soient similaires ou qui soient totalement différents, parce que des conditions climatiques actuelles peuvent intéresser des régions qui pourraient l'être en fonction des scénarios climatiques. Donc il y a à la fois quelque chose de comparable à l'instant T, mais également quelque chose de comparable de manière très prospective. Donc ça pourrait être quelque chose de très constructif et très intéressant en termes de modalités d'apprentissage sur le long cours. Et également de comprendre dans quelles conditions elles peuvent être adaptées, c'est-à-dire que comment est-ce que des solutions qui ont été très localisées, parce que l'adaptation, je ne vais pas le répéter, ça a été dit plusieurs fois, ce sont vraiment des solutions qui sont ancrées dans les territoires, mais néanmoins, il y a quand même des éléments qui peuvent être répliqués. Donc c'est toute la question de la transférabilité. Mais voilà, donc entre 0 et 1, il y a quand même un espace entre il y a des possibilités, des opportunités. D'autre part, l'objectif, donc je vais être sur 2 temporalités, et où serait, c'est important d'avoir ce « et où serait », de passer d'une logique, je dirais, de benchmarking très compétitif, même si le cadre européen est dans une approche compétitive, en ce moment avec la politique de compétitivité, à une logique de partage d'expérience et de coopération entre les territoires. C'est pas du tout incompatible, mais ça met quelque chose qui permet forcément de ne pas aller sur quelque chose du court terme, mais de s'insérer dans du long terme, parce que la compétitivité peut aussi être un frein, c'est-à-dire que certains territoires qui se disent en déperdition, en dépression financière ou autres, peuvent ne pas se considérer comme légitimes ou en capacité d'aller chercher des expériences dans des territoires plus riches. Donc je pense que c'est aussi important, on en revient à la question de mauvais ou bons élèves. Donc les retours d'expérience sont aussi des moyens de créer du lien entre les territoires, quels que soient les niveaux de maturité, les niveaux d'expérience et des capacités financières, tout en respectant les spécificités locales et les diversités de trajectoires d'adaptation. Parce que, ça l'a encore été dit à l'instant, on a peut-être une moyenne au niveau européen, on sait que l'Europe est le ou l'un, donc je mets les conditions, mais je crois que c'est le continent qui est le plus impacté par le dérèglement climatique de par sa configuration géographique. Mais au sein même de l'Europe, il y a des diversités et des disparités très différentes. Donc il est aussi important de tenir compte de ces disparités, tout en sachant que ce qui peut se passer, je le répète, dans certaines géographies, peuvent intéresser, en fonction des projections, d'autres géographies. Je pense notamment à l'exemple des incendies de forêt, qui ne concernaient que le pourtour méditerranéen. J'ai été en Suède il y a quelques années, notamment dans le cadre de la Mission Board, et nous avions visité les forêts de Suède, et ils se sont intéressés à la fois au risque de sécheresse, mais également ils commençaient à sentir le risque d'incendie de forêt. Donc, alors que pour eux, dans leur imaginaire, c'était impossible, c'était un sujet du Sud. Voilà. Donc là, les retours d'expérience avec les États du Sud de l'Europe, notamment avec l'Espagne ou la Grèce, leur semblent intéressants et des passerelles sont en train de se faire pour avoir un peu anticipé et ne pas attendre que la catastrophe arrive pour pouvoir agir. Et enfin, je voudrais peut-être citer un exemple qui a été cité par Sophie tout à l'heure. C'est le projet de l'Adaptation Hub, dont le CEREMA en France est l'organe qui coordonne la partie française. C'est quand même une spécificité parce qu'il regroupe 32 partenaires, dont les 27 États membres. Et la particularité de ce projet de l'Adaptation Hub, c'est qu'il permet de faire à la fois l'état en fait, il répond entièrement à la question, l'état des capacités d'adaptation et des stratégies très nationales, sans rentrer en comparaison, mais il permet notamment de voir comment est-ce que des États qui partent avec un contexte très particulier et d'autres avec des contextes
autrement particuliers, mais très souvent avec des écarts de maturité ou d'investissement ou de moyens, se mettent en dialogue pour créer un écosystème européen de solidarité et d'échange des bonnes pratiques. Et ça, c'est une première au niveau européen. Ce projet, il a été annoncé tout à l'heure, a démarré en janvier 2026 pour une durée de 3-4 ans de mémoire. 2 ans. Avec un renouvellement. Et donc, ce programme sera peut-être un élément test pour répondre à la question de manière très opérationnelle, c'est-à-dire comment créer un espace et pour favoriser l'apprentissage entre les territoires européens sans rentrer dans une approche de compétitivité ou de compétition entre les uns et les autres. Ouais. Et j'imagine que c'est pareil, Clément Thonon, pour élaborer une stratégie nationale. L'État, avec une vision chef d'orchestre de l'État, doit recueillir le plus possible d'expériences et favoriser le partage de ces expériences pour bâtir la stratégie. C'est tout à fait la démarche qu'on a adoptée dans le cadre du PNAC et de son élaboration, où on a fait bosser des groupes de travail très ouverts avec les collectivités, les entreprises, etc. Donc c'était très important d'avoir cette ouverture et ce retour de bonnes pratiques. C'est ce que j'évoquais avec la question des COP régionales, qui à mon avis était un bon outil pour essayer d'adapter à chaque territoire les préconisations stratégiques nationales. Et puis nous, aujourd'hui, dans le cadre de la planification publique que nous menons au commissariat à la stratégie au plan, nous ne sommes pas le planificateur écologique, puisque le SGPE est toujours là et dans son rôle, mais nous avons un rôle d'animation interministérielle des stratégies publiques. Et donc, à ce titre, nous touchons évidemment aux questions écologiques, nous touchons aux questions d'adaptation et d'aménagement du territoire, parce que nous avons un rôle important en aménagement du territoire. Et donc, dans le cadre de ces stratégies publiques que nous développons, je vais vous donner un exemple, on est en train en ce moment de travailler sur ce qu'on appelle pompeusement dans notre jargon le plan Freycinet du XXIe siècle, c'est-à-dire quelles seront les grandes infrastructures que la France devra se donner à horizon 2100 pour rester prospère, décarboné, dans un monde sous contraintes climatiques. Et dans ce cadre-là, on a lancé une mission avec des consultations très larges, les régions évidemment, qui ont un rôle important, les collectivités territoriales, les entreprises, etc., pour essayer de déterminer à la fois la carte de ces projets, leur faisabilité et surtout leur pérennité dans une contrainte climatique qui va ne faire que s'intensifier au fur et à mesure. Donc pour répondre précisément à votre question, c'est évidemment un enjeu absolument majeur de consulter les acteurs et d'avoir une dimension très ouverte. C'est l'ADN du plan depuis son origine. Quand le général de Gaulle et Jean Monnet créent le commissariat général du plan en 1946, et on est dans une époque, je disais qu'on était dans une époque de pompidolisme à l'envers, on est aussi dans une époque de reconstruction à l'envers. C'est-à-dire qu'à l'époque, le commissariat général du plan est né en 1946 pour la reconstruction du pays, on fait des villes, on refait des infrastructures, et là Jean Monnet a l'intuition géniale de se dire on ne fera pas ça tout seul en chambre en tant que technocrate, on va faire des commissions du plan où les partenaires sociaux, les patrons, les intellectuels vont siéger pour construire ensemble l'avenir de la France. Je pense que dans une démarche comparable, c'est ce qu'on essaye de faire au plan. On a des commissions très ouvertes où on met tous les acteurs autour de la table pour opérer cette seconde reconstruction qui est l'adaptation du pays au changement climatique. Merci. J'ai des questions qui arrivent. Une question de Julia, je pose là, parce que c'est vrai que je ne me l'étais jamais posée, mais elle est intéressante. On parle toujours des territoires, mais jamais du ciel, qui est pourtant une ressource à protéger. On pourrait parler de l'espace aussi, à protéger également. Comment les organisations le prennent en compte? Comment le ciel, et je rajoute l'espace, est pris en compte dans les stratégies d'adaptation? On peut aussi se dire qu'on se note la question et qu'on s'en félicite. Mais je crois qu'Karim Zelouane, ça vous titille. Sans faire de lien direct, en tout cas, il y a quand même des discussions en cours pour la pollution du ciel, avec notamment l'ensemble des constellations satellitaires qui posent des questions sur l'accès à un ciel plus ou moins vierge, parce que ça pose aussi des questions pour de sécurité, mais aussi pour avec les lunettes. Oui. Et on ne sait pas tout ce qui est... L'observation de l'espace, voilà. Alors après, à savoir le lien avec le changement climatique, je ne suis pas expert, donc il y a monsieur Jean Jouzel qui pourrait peut-être y répondre après. Si je peux ajouter quelque chose, ça me fait songer à une autre problématique que nous n'avons pas eu le temps de traiter à Roquelaure et qui, à mon avis, va revenir sur le devant de l'agenda politique, c'est la question de la géo-ingénierie. C'est-à-dire les États, les puissances, parfois les entreprises privées qui estiment que... il ne faut pas s'adapter, il faut changer le climat pour
pour contrer les effets du réchauffement climatique. Tout ceci dans le silence à peu près général de la régulation internationale. Et donc, au plan, on va lancer l'année prochaine un travail interministériel qui regroupera le ministère des Armées, parce que le ministère des Armées est le dépositaire de l'une des seules conventions internationales qui régule la géo-ingénierie, qui est la convention ENMOD, une vieille convention de la guerre froide, qui interdit l'utilisation du climat et de la météo comme arme de guerre. Donc le ministère des Armées est très concerné, le ministère de la Recherche évidemment, le ministère de la Transition écologique. Bref, on va essayer de mettre tous ces gens autour de la table pour travailler à une position française. Est-ce qu'on pousse, est-ce qu'on défend ou pas un moratoire, et surtout essayer de proposer des initiatives internationales pour réguler ces pratiques-là qui pourraient, si elles ne sont pas régulées, nous conduire à la catastrophe. Merci Karim, oui. Alors, je vais rebondir sur la perche de la géo-ingénierie. Alors, pour le coup, il y a quand même deux illustrations dont on ne sait pas aujourd'hui 100% le lien de causalité, mais il y a eu quand même les expérimentations des pluies artificielles qui ont été menées dans les pays du Golfe et au Maroc. Et il s'avère que, de manière concomitante, des précipitations très importantes et des inondations historiques se sont déclarées et produites. Donc le lien entre les deux, en tout cas, ça s'est fait après les essais. Donc les essais ont été publiés, donc il y a eu des essais, donc il y a eu une communication, et quelques temps après, des précipitations très anormales dans des régions où la pluie, même dans le cas du dérèglement climatique, n'était pas apparue avec autant de quantité d'eau, avec des catastrophes très importantes. Voilà. Merci Karim. Effectivement, cette question de toute manière déclenche toujours des discussions, et c'est normal. Sébastien Treillère, vous, cette question liée au ciel, liée à l'espace, mais j'ai envie de l'élargir finalement à comment faire pour que l'adaptation transforme réellement les politiques agricoles, industrielles, énergétiques, etc. En fait, moi j'ai envie de rebondir sur une discussion, pas du tout sur l'espace et la géo-ingénierie. Ouais, je vois bien que mais là, vous voulez la transition, pardon, est un peu rude. Ce que je trouve important dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'était l'idée que ces questions de résilience face au choc climatique interviennent dans un moment, où, je crois que c'était vraiment l'introduction de Sophie, par exemple, à un moment où la question de la résilience de nos systèmes économiques face aux chocs économiques, politiques, militaires et climatiques est posée. Et donc, la formule un peu facile que j'aimerais proposer, c'est qu'il faut absolument s'intégrer, que les questions et la communauté des gens qui s'intéressent à l'adaptation au changement climatique s'intègrent dans ces discussions-là. Mais tout l'enjeu, ça va être de s'intégrer sans se diluer. Parce qu'effectivement, il est important de comprendre comment le secteur de la défense et de la sécurité civile, de la sécurité militaire, réfléchissent à des sujets qui sont extrêmement clés à l'articulation avec le climat et qu'on puisse leur apporter notre connaissance. Mais en revanche, il ne faut pas que toute la discussion sur l'adaptation des territoires se résolve à une question de sécurité d'ordre militaire, par exemple. Il faut que ça s'intègre, mais qu'on garde ferme quelque chose là-dessus. Et ça me paraît extrêmement important. Moi, je suis ravi de voir que, par exemple, à l'échelle de Bruxelles, ça soit interministériel, inter-DG entre différents commissaires. Mais il sera sur l'exemple de la politique agricole commune. Nous, à l'IDRI, on mise sur le fait que la seule manière qu'on a aujourd'hui de reprendre un peu une discussion sur la viabilité écologique des systèmes agricoles européens, c'est de passer par la question de l'adaptation et pas par la question de la biodiversité ou de l'atténuation, quoi. Et donc, la question, pour beaucoup de ces filières, la viabilité économique elle-même est en jeu, pour des raisons qui ne sont pas liées à l'environnement. Et donc on doit rentrer par cette question de viabilité, de risque et de catastrophe, en se disant comment est-ce qu'on fait ça collectivement, mais en n'oubliant pas de mettre dedans des questions d'adaptation et d'atténuation. Je me permets juste un petit mot sur quelque chose qui me paraît aussi très important, c'est que je disais tout à l'heure qu'à l'échelle internationale, on est un peu, j'avais dit le verre à moitié vide, c'est-à-dire on a 59 indicateurs, ça va être lent, etc. Je voudrais quand même souligner, et je regarde Christophe Buffet de l'AFD qui est là et qui nous a beaucoup soutenus et qui a fait plein de choses aussi du côté des bailleurs de l'aide au développement.
Un des points clés pour que l'adaptation rentre vraiment, devienne efficace et effective dans un certain nombre de pays, c'est de voir comment est-ce que les financeurs du développement, notamment les banques multilatérales, vont se saisir de la bonne manière de comprendre ce qu'il y a dedans, vont aider les pays à faire leur stratégie nationale d'adaptation. Et je dois dire que de leur côté, ils ont été très intéressés par une démarche qu'on a développée, et je rends hommage à Alexandre Magnan qui avait fait ça à l'IDRI avant de naviguer vers d'autres cieux en Nouvelle-Zélande, avec le soutien de l'AFD sur une démarche qui peut être assez complémentaire de ce qui est fait dans la CNUC, qu'on a appelé GapTrack, et qui permet de lier du dire d'experts et du quantitatif sur les 6 grands systèmes de risque qui sont désignés par le GIEC. Je ne vais pas tous les citer, mais le risque côtier, la question de sécurité alimentaire, et de se faire un avis à différentes échelles territoriales qui peut être utilisé par les banques multilatérales de développement. Réaction très intéressée de la Banque mondiale. Et je pense que même si le président américain obtient de la Banque mondiale qu'elle n'ait plus de plan climat, en fait, on aura bien besoin d'adaptation quelque part. Et ça s'appellera peut-être adaptation aux risques, aux catastrophes naturelles. Pardon, là, sur ce coup-là, je pense que ce n'est pas très grave à partir du moment où on a la bonne démarche qui se met en place. Merci Sébastien Treillère. Il y a une question pour Sophie. Berger. Que pouvons-nous attendre du cas de résilience prévu pour la fin de l'année? C'est une question de Sarah et je vous donne un micro. Je peux avoir d'autres questions sinon. Non, le problème c'est que donc moi je viens de la DG Recherche et Innovation. Donc ce que j'ai dit c'est l'information que j'avais de la part des collègues de la Direction Générale Action Climatique. C'est du coup, comme je le disais, un renforcement, mettre en place un mécanisme périodique d'évaluation des risques, renforcer et clarifier qui est en charge de quoi, que ce soit à l'Union européenne, que ce soit les États membres, que ce soit vraiment clarifier ce qu'on appelle la responsabilité des risques. Il y a aussi mise en place allez, je l'ai dit, des trajectoires communes, mais pour le reste, la version finale, il y a beaucoup de choses encore qui peuvent se passer. Donc ça, c'est le plan actuel. C'est quelque chose. Ces éléments clés ont été soumises à une enquête publique. Les réponses que la Commission a reçues étaient plutôt encourageantes, surtout sur les trajectoires communes, surtout sur le resilience by design, ce genre de choses. Donc, on se dirige vers ça, mais voilà, une réponse claire, je ne suis pas voyante. Merci Sophie. Je vous laisse le micro, sait-on jamais. On a la même question que sur le ciel, mais pour la mer. Ça intéresse quelqu'un? Mais c'est une vraie question. Non, je pense que, pardon, je veux juste dire qu'effectivement, sur l'océan est à la fois, il est soumis, c'est le plus grand puits de carbone, il est extrêmement important parce qu'il capte du carbone, mais ce faisant, il s'acidifie, il capte beaucoup de la chaleur, et donc ça pose tout un tas de problèmes aux écosystèmes, et donc l'océan est au cœur de ces questions atténuation, adaptation, de manière tout à fait centrale. Et donc, effectivement, notamment dans les territoires côtiers, de voir comment est-ce qu'on peut avoir des stratégies d'adaptation qui préservent les capacités phénoménales de cet océan, de cet écosystème océanique pour être un puits de carbone, c'est extrêmement important. Et en même temps, on voit bien qu'il est soumis à une pression encore plus accélérée que les territoires côtiers, si on pouvait le dire, que les territoires continentaux, si on peut le dire. J'ai une autre question, une question de Sophie. En quoi, qui n'est pas Sophie Berger a priori, vu la question, en quoi la loi Omnibus va-t-elle impacter la stratégie européenne d'adaptation au changement climatique ? Alors, il n'y a pas forcément d'impact, même si la loi Omnibus, avec les différentes directives, est en train d'être saucissonnée. Néanmoins, le sujet de l'adaptation, ça a été dit tout à l'heure par Sophie, il est quand même préservé parce qu'il rentre aussi dans un cadre qui est celui des politiques à la fois de compétitivité et de sécurité. Dit autrement, sans adaptation au changement climatique, il y a un risque très important de perte de PIB. Ça se mesure, donc c'est vraiment un sujet de compétitivité, même vis-à-vis des actifs du secteur de l'économie et de l'industrie. Donc, si un data center, quelles qu'en soient les critiques que l'on peut faire, est impacté par un phénomène d'inondation ou autre, c'est un effet domino et de chaîne extrêmement important. L'ensemble des infrastructures critiques, lorsqu'elles sont endommagées par les aléas climatiques, c'est un impact pour les territoires dans les questions de mobilité, dans les questions de fluide. Pareil pour les sujets autour de la ressource en eau. Donc, la question, finalement, c'est
c'est plutôt un mouvement qui est en cours sur la manière d'appréhender le sujet de l'adaptation au changement climatique, parce que à la fin des fins, il peut aussi y avoir un risque vis-à-vis de la sécurité de la société civile, à la fois des risques de maladie, des risques sanitaires, des risques d'accès à l'emploi, etc. Donc, à travers ce prisme-là, il y a aussi une manière de peut-être trouver un nouveau narratif sur la question de l'adaptation au changement climatique, sans forcément taper sur les fondamentaux scientifiques, parce que l'Europe s'appuie sur des bases scientifiques, contrairement à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, pour appuyer ses politiques publiques et prendre le sujet de l'adaptation et donc du dérèglement climatique comme un phénomène concret, réel, pour lequel nous devons trouver des solutions. Merci. Virginie Resson-Victor d'abord, et après vous, Sébastien Treyer, promis. Oui, je vais extrapoler à partir de la question, mais il me semble que cette histoire de loi Omnibus, elle soulève au moins 2 enjeux qui sont critiques pour la réussite des politiques d'adaptation. D'abord, c'est l'enjeu de la stabilité. C'est-à-dire qu'une année, on met certains objectifs en place, certaines mesures en place, on fixe un cap, et puis 2 ans, 3 ans après, on revient dessus. Et je pense que pour l'acceptabilité de l'adaptation, comme de l'atténuation d'ailleurs, c'est absolument désastreux. On le voit au niveau des entreprises. Et on le voit aussi d'ailleurs à l'échelle de l'État, quand on remet en cause les ZFE ou la loi sur l'artificialisation, ou quand on change le système de MaPrimeRénov' plusieurs fois. Dans les territoires, c'est très compliqué, parce qu'il y a ceux qui s'adaptent et qui sont perdants, ceux qui s'adaptent pas, mais qui plus tard seront pénalisés. Donc je pense que la stabilité, et derrière ça, il y a aussi une question de stabilité de gouvernance, elle est un enjeu qu'il faut traiter. Enfin, dans l'adaptation, il y a un enjeu de stabilité politique et de stabilité des mesures qui à mon sens, sont sous-estimées. Et puis la deuxième chose, et c'est lié à ce qui précède, c'est la problématique des indicateurs économiques. Tant que la valeur d'une entreprise, des actifs, etc., est liée seulement à sa rentabilité immédiate et non pas à sa possible compétitivité ou rentabilité plus tard, eh bien, le court terme et le long terme sont forcément opposés, et donc l'adaptation passera toujours derrière. Donc là, il y a aussi terriblement, enfin c'est tout le problème de la comptabilité extra-financière, mais il y a un enjeu absolument central pour l'adaptation aussi autour de cette question d'indicateurs économiques. Merci Virginie. Sébastien. Je vais aller dans le même sens que ce que dit Virginie, en appuyant sur le fait que c'est pas de la loi Omnibus, c'est les paquets Omnibus. Et alors excusez-moi, je vais les citer, je vais donner des numéros, je suis pas sûr que ce soit les bons, mais 8 et 10, il y a des reculs anticipés. Enfin, je vais passer un message plus politique que prévisionnel, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui poussent pour que la simplification soit une dérégulation. Sur l'Omnibus 8 et 10, en matière d'acquis des politiques environnementales, directive 4 sur l'eau, habitat, directive oiseaux, elles sont la cible de parlementaires d'un éventail assez large, et pas juste de ceux qui sont à l'extrême droite en train d'utiliser la lutte contre l'écologie pour se positionner. Ça dépasse ça déborde dans le Parti populaire européen. Et donc là, il y a des enjeux, parce que si on n'a pas cet acquis sur les écosystèmes, en fait, une grosse partie de notre adaptation, c'est la bonne santé des écosystèmes. Et donc là, vraiment extrêmement, extrêmement problématique. Et puis, en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire comment est-ce que le processus de consultation, le processus d'apprentissage collectif et d'innovation qui a été proposé par Sophie Berger n'est pas perçu par les acteurs économiques comme de nouvelles normes qui s'imposent à eux et comme des contraintes, mais comme quelque chose qui leur permet de développer autre chose. Et donc la méthode va être essentielle pour montrer qu'en fait on peut faire de la politique européenne autrement, mais il y a bien un moment où il y aura de la standardisation, Clément Thonon en parlait, et donc il ne faut pas non plus dire qu'en fait il n'y aura plus de standards. Et donc c'est pour moi ce qui va être extrêmement important, c'est que ce cadre de résilience soit bien vu comme un cadre qui est au service de la compétitivité des entreprises et de trouver les alliés entreprises qui vont le soutenir. Si on arrive à mettre les industriels de la chimie qui mènent quand même pas mal la fronde avec la déclaration d'Anvers contre tout ce qui est les normes environnementales, ça serait intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça soit eux qu'on intéressera le plus facilement. Merci Sébastien. Juste un dernier petit tour, là vraiment c'est une question un peu rituelle pour un petit mot de la fin. À votre échelle, chacun, quelles conditions doivent absolument être réunies pour que la mesure d'adaptation serve réellement l'action ? Qui veut et là, c'est en une phrase, c'est en 3 mots, voilà.
La condition. Je veux bien commencer, non pas par préséance, mais plutôt parce que ça laisse aux autres le temps de... Allez-y, ce que je voulais dire là, c'est que pour moi, ce qui me semble absolument important, c'est de s'assurer qu'on ait bien des démarches bottom-up, on en a parlé depuis le début, mais qu'on ait quand même aussi quelques principes clairs qui permettent de trier le bon grain et de livrer, et de se dire finalement qu'est-ce qui n'est pas une bonne stratégie d'adaptation dans les territoires. On n'a dit pas de maladaptation, la question des écosystèmes comme base de l'adaptation, il y a des éléments comme ça qu'on peut définir. Et donc pour moi, l'évaluation, elle ne doit pas éviter à un moment de pouvoir dire cette stratégie n'est pas la bonne. Et ça, c'est ça qui est assez compliqué dans la démarche que je partageais de ce que disait Céline, qui est Karim, pardon. Désolé. J'ai passé ma journée avec un Céline. Ce que disait Karim tout à l'heure, c'est ne pas être dans une logique de ranking ou de dire qui sont les mauvais élèves. Il faut quand même pouvoir dire ce qui ne va pas en matière de stratégie d'adaptation. Merci. Clément ? Moi, je dirais le consensus politique. L'évaluation, elle doit permettre à chacun, à tous les acteurs d'un territoire, au niveau local, mais j'étendrai le sujet au niveau parlementaire national, voire au niveau européen, sur la base de faits, de créer du consensus sur, d'une part, un constat et sur potentiellement une stratégie. Et je trouve que l'adaptation est un objet formidable en matière de transition écologique parce que on l'a vu au ministère avec le ministre Béchu, quand on a fait le PNAC et quand on a essayé de porter au Parlement un certain nombre de mesures, elle crée plus facilement que l'atténuation des consensus politiques larges. Parce qu'à droite, on parle de sécurité, de protection, d'identité parfois, parce que les paysages français, la forêt, etc., ça parle à une certaine droite. Et évidemment, les questions climatiques parlent à la gauche de l'échiquier politique. Donc je crois que cette question du consensus politique, elle est cruciale pour l'adaptation, pour avancer, et l'évaluation permet de créer un objet pour créer ce consensus de manière très forte. Merci Karim, et ensuite Virginie. Alors, je vais peut-être aborder 2 points. Alors, tous les sujets d'adaptation, puis comme la plupart de tous les sujets de politique publique, sont liés à des sujets de mécanismes de financement. Et je pense que tant qu'on n'a pas repensé, je me souviens il y a quelques années, j'avais participé à une table ronde avec l'IDRI, sur les 20 ans de l'IDRI, sur les sujets de finances durables. Et l'un des sujets qui avait été évoqué, c'est comment éventuellement mettre de côté les sujets d'investissement de l'adaptation hors de la comptabilité des déficits publics. Parce qu'on voit bien là l'enjeu il est quasiment vertigineux. Hein, donc je ne vais pas revenir sur les bilans et sur les pronostics et les estimations de l'impact du dérèglement climatique sur l'économie réelle. Et encore, je pense qu'ils sont sous-estimés parce qu'on a du mal à capter tous les effets dominos parce que c'est très sectoriel. Donc en fait, il y a quand même des effets rebonds, il y a des effets multiplicateurs. Donc on voit bien que c'est vertigineux. Donc soit on se dit finalement on reste dans une comptabilité classique, business as usual, et dans ce cas-là, on sera toujours contraint, parce qu'en fait, ce qui, à mon avis, bloque les initiatives, c'est pas trop la volonté des politiques ou des acteurs, c'est plutôt la manière dont l'accès à des guichets de financement ou comment est-ce que l'argent peut être acheminé pour répondre à des enjeux à la hauteur des ambitions. Et l'autre point intéressant, mais on ne l'a pas évoqué, mais c'est, je dirais, la suite à donner, mais ça n'étonnera pas certains, c'est le sujet des pertes et dommages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'adaptation au changement climatique sans s'intéresser à ce qui va réellement être perdu définitivement et comment est-ce que derrière on dédommage. Et ça rejoint la question des mécanismes de financement. On voit très bien en France, mais en Europe, il y a déjà, j'ai vu que par exemple aux Pays-Bas, ils ont complètement changé les mécanismes d'assurance et que toutes les personnes qui ont construit à partir d'une date, même si elles avaient souscrit une assurance, ne seront plus couvertes. Fini. Donc ça veut dire que certains, si jamais l'inondation arrive, alors qu'on sait qu'elle va arriver, ils vont perdre, c'est-à-dire invendables. Donc on voit bien que ça commence à toucher physiquement, intrinsèquement la partie très nucléique des sociétés, c'est-à-dire les familles, les foyers, et l'extension que cela peut avoir. On imagine très très rapidement l'enjeu de société que cela peut avoir. Donc voilà, il y a ces 2 sujets à la fois de pertes et dommages, et de l'autre côté le sujet des mécanismes de financement sur lesquels il faudrait peut-être sortir des mécanismes actuels sur la comptabilité et les sujets de déficit budgétaire au niveau national et européen peut-être. Merci Karim. Et pour finir, Virginie Resson-Victor. Bon, moi je ne vais pas en prendre une ou 2, je vais même en parler, je vais prendre 4 conditions. Allez, 4 phrases. La première, c'est l'intelligence collective. Ça fonctionne bien. On l'a vu au niveau local, même au niveau d'ailleurs national. C'est
faire confiance à l'intelligence collective. Je crois que c'est dans un État jacobin, c'est pas simple, mais pourtant ça permet une appropriation extrêmement efficace. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment valoriser, mettre en avant les co-bénéfices. On connaît l'attachement des Français à leur santé. On sait que l'adaptation, c'est aussi un enjeu de santé important. Donc mettre en avant ce qu'on gagne et pas seulement ce qu'on risque ou ce qu'on peut perdre. Évidemment, ça va de soi, mais c'est toujours bien de le redire. Ensuite, la troisième chose, c'est préserver les scientifiques et la science. Je pense que la donnée scientifique, elle est évidemment... Une fois encore, c'est pas à vous que je vais convaincre de la valeur, de l'importance de la donnée scientifique. Néanmoins, quand elle est remise en cause et quand elle est rangée au rang d'opinion, c'est une manière, ça affaiblit évidemment le crédit de toutes les études, toutes les évaluations sur lesquelles devraient pourtant s'appuyer les politiques d'adaptation. Mais aussi, et la quatrième chose, c'est améliorer notre capacité à mélanger les savoirs scientifiques et les savoirs d'usage. Nous, on le voit, je le vois dans les Pays de la Loire, dans les discussions qu'on a, etc. On a rapidement, et ça fait partie peut-être du malaise vis-à-vis des scientifiques, mais une difficulté à ancrer la science dans les usages et ancrer les usages dans la science. Et donc là, je pense qu'il y a encore un travail à mener, en tout cas à l'échelle des territoires. Merci Virginie, merci à tous les quatre. On peut vraiment vous applaudir, merci. Merci d'avoir participé à cette conversation.